Il est 6h30 du matin, le 12 août 2025, à Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso. Un simple télégramme, apparemment banal, vient de secouer tout un continent. Au bas de ce message, le nom de Donald J. Trump. Le président américain, accompagné du FMI et du G7, exige remettez 70% de vos réserves d'or dans les 48 heures ou payez immédiatement une dette colossale de 5,6 milliards de dollars. Pour beaucoup, c'est un ultimatum impensable, une pression économique que peu d'États auraient osé défier. Mais pour le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas qu'une question d'or ou de dette, c'est la souveraineté même de son pays qui est en jeu. Face à l'ombre écrasante d'empires bien établis, il doit décider rapidement, mais avec une précision et un courage qui défient l'histoire récente. Que ferait un homme face à un tel ultimatum? Se plier ou se tenir debout? Traoré a choisi. Et son choix allait non seulement redéfinir l'avenir de Burkina Faso, mais aussi inspirer tout un continent. Si vous croyez que l'Afrique peut se relever et protéger son avenir, abonnez-vous maintenant pour suivre cette histoire jusqu'au bout. Tout a commencé par un secret révélé au grand jour. Un télégramme classé, transmis par un intermédiaire de confiance, stipulait clairement l'ultimatum du président américain Donald Trump et du FMI. Burkina Faso devait remettre 70% de ses réserves d'or ou payer immédiatement une dette massive de 5,6 milliards de dollars, incluant les intérêts. Aucune négociation, aucun compromis, seulement une menace froide, directe, posée sur le bureau d'Ibrahim Traoré. Dès réception du message, Traoré a convoqué les principaux dirigeants politiques, les officiers supérieurs de l'armée et les dirigeants miniers de confiance. La position du président était nette et sans ambiguïté. Burkina Faso n'est pas à vendre. Ce moment crucial fut relayé rapidement par les médias africains. Lagos, Kinshasa et d'autres capitales titrèrent des manchettes alarmantes. Le monde observait, mais Traoré n'a pas répondu par un stylo ou un papier. Il a répondu avec stratégie et détermination. Sous les plaines arides du nord du pays, un secret colossal attendait depuis des mois. D'importants gisements minéraux jamais exploités, confirmés par une task force géologique secrète et cryptée par des spécialistes nord-coréens. Traoré avait préparé le terrain pour ce jour, prenant le contrôle des mines avant que les entreprises occidentales ne puissent exploiter le filon. Les revenus, au lieu de partir vers Paris ou Wall Street, étaient redirigés vers un fonds national de développement. Cette décision, audacieuse mais calculée, déclencha l'inquiétude des puissances occidentales. Le G7 et le FMI y comprirent que Burkina Faso refusait de se soumettre et que le pays ne se contenterait pas de négocier sous pression. La première réponse de Traoré fut silencieuse mais claire, la nation contrôlait désormais ses ressources, prête à affronter toute menace extérieure. Mais ce n'était que le début du défi que le président Traoré devait relever. Alors que l'ultimatum du G7 et du FMI pesait sur le pays, Ibrahim Traoré passa à l'action. Les mines d'or, longtemps sous contrôle de sociétés occidentales, furent rapidement reprises par les forces nationales, tandis que les contrats étrangers étaient révoqués. La gestion des ressources était désormais intégralement entre les mains de Burkina Faso et les revenus étaient dirigés vers des projets de développement nationaux. Ce geste audacieux ne visait pas seulement à protéger l'or, mais à affirmer la souveraineté et l'indépendance économique. La réaction occidentale fut immédiate. Aux États-Unis et en Europe, les dirigeants paniquaient. Trump, le G7 et le FMI réalisaient que leur pression n'avait aucun effet sur Traoré. Les médias américains décrivirent le président burkinabé comme imprévisible, téméraire, voire dangereux. Mais en Afrique, c'était tout le contraire. La population, les jeunes et les médias locaux célébraient son courage, transformant Traoré en symbole de résistance. Les mouvements culturels et communautaires se multiplièrent. Étudiants, femmes et habitants participaient à la protection des mines, tandis que des messages de solidarité inondaient les réseaux sociaux avec un cri d'unité « Africa is not for sale ». En parallèle, Traoré fit appel à l'Alliance AES, un réseau de soutien militaire africain composé de forces du Mali, du Nigeria et de la Guinée pour sécuriser le territoire et garantir l'intégrité des ressources. Les satellites occidentaux détectaient désormais des activités inhabituelles, mais il était trop tard. Le contrôle était burkinabé et la stratégie parfaitement orchestrée. Ainsi, la situation atteignit son point culminant. Un petit pays africain, sous la direction d'un jeune leader de 35 ans, défiait la puissance combinée du G7 et du FMI. Le monde entier observait, suspendu à ses décisions, tandis que Burkina Faso imposait une nouvelle norme. La souveraineté ne se négocie pas. Mais le plus grand défi restait à venir. Comment gérer la pression occidentale tout en consolidant son pouvoir et son influence en Afrique ? Le refus de Ibrahim Traoré d'obtempérer à l'ultimatum occidental eut des répercussions immédiates sur le plan national et régional. À l'intérieur de Burkina Faso, la population ne resta pas passive.
Les étudiants organisèrent des forums sur la souveraineté et la gestion équitable des ressources, tandis que les groupes de femmes apportaient nourriture et soutien logistique aux forces militaires protégeant les mines. Les citoyens comprenaient que défendre l'or du pays signifiait défendre leur futur et leur dignité nationale. La mobilisation ne se limita pas aux frontières du pays. Les voisins africains, inspirés par le courage de Traoré, offrirent leur appui. Mali envoya des conseillers militaires, le Nigeria déploya des équipes logistiques spécialisées dans le désert et la Guinée ouvrit son espace aérien pour les opérations de soutien d'urgence. Cette coopération régionale donna naissance à un concept inédit, une muraille panafricaine pour protéger les ressources et la souveraineté du continent face aux pressions occidentales. À l'international, la situation provoqua une onde de choc. Les médias occidentaux, notamment CNN et Fox News, alertaient sur une prétendue instabilité et présagèrent la catastrophe. Les élites économiques et politiques du G7 redoutaient un effet domino. Si Burkina Faso résistait, d'autres nations africaines pourraient nous suivre, menaçant la mainmise occidentale sur les ressources. Des campagnes de désinformation et des attaques cyber furent alors orchestrées pour affaiblir la légitimité de Traoré et semer la discorde interne. Pourtant, à l'intérieur du pays, ces attaques renforcèrent la cohésion nationale. Chaque tentative de pression étrangère fut perçue comme un appel à l'unité, et le soutien populaire à Traoré devint massif. Les citoyens ne se contentaient plus de défendre des mines ou de l'or. Ils protégeaient une vision de liberté, de justice et d'indépendance. Le leadership de Traoré s'affirmait comme un exemple de gouvernance courageuse, capable de concilier action militaire, diplomatie et mobilisation civique. Ainsi, la décision de dire non à l'ultimatum du G7 et du FMI ne fut pas seulement un acte de résistance économique, elle redéfinissait le rôle de la société civile et des alliances régionales dans la protection de la souveraineté africaine. À Washington et dans les capitales occidentales, l'action de Ibrahim Traoré provoqua une véritable onde de choc diplomatique et économique. Les États-Unis, via la Maison-Blanche et le FMI, voyant leur stratégie de pression échouer. Donald Trump, dans un tweet tonitruant, avertit que l'Afrique paierait pour cet affront, déclenchant l'inquiétude dans les marchés financiers de New York et à Wall Street. Les médias américains se transformèrent en forum d'alarme. Experts financiers, anciens généraux et analystes de la dette s'accordaient à qualifier Traoré de dictateur imprévisible ou de leader potentiellement dangereux. Cependant, sur le continent africain et au-delà, la perception était radicalement différente. La population africaine et les créateurs de contenus viraux célébrèrent Traoré comme un symbole de résistance et de souveraineté. Les réseaux sociaux devinrent le théâtre d'une révolution culturelle où des vidéos et des remixes protestataires transformaient chaque critique occidentale en preuve de succès. Les jeunes affichaient fièrement des messages tels que « If CNN hates you, you must be doing something right ». Parallèlement, la Chine et la Russie intervinrent discrètement mais stratégiquement. Une délégation chinoise apporta une installation minière opérationnelle et un système de commerce numérique en yuan, contournant les banques occidentales. La Russie fournit des systèmes de défense anti-drone avancés, protégeant les mines d'or burkinabées. Ces alliances renforcèrent la position de Traoré sur la scène mondiale, remettant en question la suprématie occidentale sur l'Afrique. Pour le monde, l'affaire devint un prisme révélateur de la lutte géopolitique moderne. D'un côté, les puissances établies tentèrent de maintenir leur contrôle, de l'autre, un jeune président africain redéfinissait le rapport de force. La leçon était claire, la souveraineté d'un pays africain pouvait s'affirmer face aux pressions des grandes puissances, et un leadership courageux pouvait inspirer un mouvement continental. Ainsi, ce qui avait commencé comme un ultimatum économique se transforma en un moment historique, où la résistance stratégique et l'unité régionale firent trembler l'ordre mondial traditionnel. Le monde observait, mais Burkina Faso avançait, seul, mais soutenu par la fraternité africaine et de nouvelles alliances inattendues. Alors que le monde retenait son souffle, Ibrahim Traoré prépara un mouvement inattendu qui allait redéfinir totalement le rapport de force. Plutôt que de céder à l'ultimatum ou de simplement sécuriser les mines, il ordonna la nationalisation complète des réserves d'or de Burkina Faso. Cette décision historique, adoptée lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, fut prise en secret à l'abri des regards occidentaux. Dès que l'encre sécha, tous les contrats détenus par les entreprises étrangères furent annulés et les équipes occidentales furent escortées vers la frontière. Cette initiative transforma Traoré en symbole non seulement de résistance, mais aussi de réinvention de la souveraineté africaine. Il ne s'agissait plus seulement de défendre un pays, c'était un message au continent entier. L'Afrique n'est pas à vendre, et ses ressources appartiennent à ses peuples. Les réactions internationales oscillèrent entre choc, admiration discrète et panique. Les marchés financiers vacillèrent,
Les analystes occidentaux peinaient à comprendre une telle audace et les États-Unis, incapables d'agir rapidement, durent de constater que leur stratégie de pression avait échoué. Mais Traoré ne s'arrêta pas là. En parallèle de la nationalisation, il activa un réseau de sécurité continentale unissant forces armées et alliés régionaux pour protéger non seulement les mines, mais aussi l'intégrité politique et économique du pays. Cette alliance, qui commençait à ressembler à un bouclier panafricain, donna à Burkina Faso une protection tangible face aux menaces extérieures et renforça sa stature sur la scène internationale. Avec la nationalisation et la protection renforcée de ses ressources, Traoré franchit une nouvelle étape. Il transforma la richesse de son pays en un outil d'émancipation et de coopération régionale. Grâce à l'expertise technique de la Chine et au système de défense russe, Burkina Faso contrôlait désormais toute la chaîne de valeur de l'or, de l'extraction à la commercialisation numérique, sans dépendre des banques occidentales ni des devises étrangères. Ce geste inattendu eut un effet domino sur le continent africain. D'autres nations commencèrent à observer et à réfléchir. Si Burkina Faso pouvait dire non et réussir, pourquoi pas le Mali, le Nigeria ou le Ghana? L'idée même de l'Afrique indépendante prit forme, portée par un leadership audacieux et une stratégie calculée. Traoré, 35 ans, n'était plus seulement président, il était devenu un symbole viral, un modèle de courage et de souveraineté, reconnu à travers le continent et au-delà. À l'ouest, la panique s'intensifiait. Les médias tentèrent de le discréditer. Les firmes privées et les agences de renseignement se mobilisèrent, mais la réalité demeurait. Burkina Faso résistait et prospérait. La pression économique et politique échoua, et Traoré transforma ce défi en une victoire stratégique, démontrant que la force d'une nation ne réside pas seulement dans ses armes ou ses ressources, mais dans la volonté de son peuple et la vision de son leader. Ainsi, ce qui avait commencé comme une menace de confiscation d'or devint un tournant historique. La démonstration éclatante que l'Afrique pouvait contrôler son destin, repousser les pressions occidentales et inspirer un mouvement continental. Traoré avait changé les règles du jeu et établi une nouvelle norme de souveraineté pour les générations futures. Le Burkina Faso, sous la direction courageuse de Ibrahim Traoré, avait transformé une menace externe en un triomphe national. Les mines d'or, autrefois convoitées par les puissances occidentales, étaient désormais protégées et gérées par le peuple. Les citoyens, inspirés par le leadership de Traoré, participaient activement à la défense de leur souveraineté, donnant naissance à une culture de responsabilité, d'unité et de fierté nationale. Traoré s'adressa au pays et au continent avec des mots simples mais puissants. « Nous n'avons jamais demandé la permission pour être libres. Nous nous sommes levés pour la conquérir. » La victoire ne résidait pas seulement dans le refus de céder l'or ou de payer une dette injuste, mais dans le message universel qu'il portait. L'Afrique pouvait défendre ses ressources, protéger son peuple et construire un futur indépendant. Le soutien des alliés africains et des partenaires stratégiques comme la Chine et la Russie confirma que la solidarité et la vision pouvaient triompher sur la pression internationale. Si l'histoire de Ibrahim Traoré vous inspire, partagez ce récit. Abonnez-vous pour continuer à suivre le chemin d'une Afrique qui ne s'incline plus et qui reprend sa dignité. Que chaque citoyen se rappelle, le courage et la vérité sont plus puissants que la peur et l'intimidation.